Bonsoir. Eh bien, pour ceux d'entre vous qui n'étaient pas au rendez-vous lundi dernier, ils sont tout excusés d'ailleurs, parce que le 1er mai n'était pas un lundi tout à fait ordinaire. Alors sachez tout de même, c'est important pour bien comprendre ce qui se passe ce soir, que la Tête et les Jambes a accueilli lundi dernier une nouvelle équipe, une équipe jeune, pour un sujet tout à fait inédit en ce qui concerne la Tête et les Jambes. La Tête, en première semaine, s'est à peu près tirée des embûches que nous lui avions tendues. Quant aux jambes, eh bien vous le verrez tout à l'heure, elles en avaient encore apparemment un peu en réserve, comme on dit, sous la planche. Mais nous allons commencer par le sujet, je vous l'ai dit, sujet pour la tête et les jambes, sujet inédit. Les plaisirs de la table, tous les plaisirs de la table, à commencer par la gastronomie bien entendu, mais pas seulement, la gastronomie pour la tête, rattraper le cas échéant par le skateboard, un tout jeune champion de skateboard, ou pour parler français, un champion de planche à roulettes, sport à la mode, s'il en est, tout le monde connaît. Alors, place à la tête d'abord, Yves Lejeune, restaurateur de Saint-Étienne, c'est ce que je disais la semaine dernière. Oui. Ça n'a pas changé. Non, non. Encore que le succès venant, vous avez changé d'enseigne, non quand même. Non, non, pas encore. Vous n'avez pas encore avoir mis comme enseigne à la tête et les jambes, non. C'est à la tête tout court pour l'instant. Dites-moi, je voudrais vous poser une question quand même. Il y a très longtemps que vous êtes dans la restauration. Vous avez toujours été dans la restauration? Je suis installé restaurateur depuis 1 an et demi à peu près. Enfin, je suis dans la cuisine et dans le métier depuis une quinzaine d'années. Après avoir fait de longues études? J'ai fait des études secondaires, après j'ai fait l'école hôtelière. L'école hôtelière, oui. J'ai fait de la cuisine, de la réception, de la direction. Avant de vous mettre à votre compte? Avant de me mettre à mon compte. Oui. Et originaire de Saint-Étienne? Non, non, absolument pas. Originaire de Bretagne, des Côtes du Nord. Breton des Côtes du Nord? Breton des Côtes du Nord. Et parti là à Saint-Étienne, Oui. pour le métier? Pour le métier. Voilà, alors, vos jambes, eh bien, on va les redécouvrir pour nous, mais les découvrir peut-être pour certains d'entre vous. Il s'agit d'un tout jeune champion qui s'appelle Thierry Dupin. Il se trouve au stadium, non pas d'Ivry, comme je l'ai dit en toute bonne foi la semaine dernière, mais je crois que c'est l'avenue de la Porte d'Ivry. C'est donc à Paris, ce stadium. Thierry Roland. Oui, oui. Oui, Philippe, le stadium se trouve à Paris, effectivement, avenue de la Porte d'Ivry, à proximité de la Porte d'Italie. Et Thierry Dupin est là, fidèle au poste, avec sa jeune cohorte derrière, qui est plus nombreuse, hein, Thierry, vous faites recette. En effet, il y a beaucoup de monde ce soir. Dites-moi alors, Thierry, comment s'est passée la semaine? Très très bien, un peu fatigué car j'ai fait beaucoup d'entraînement. J'ai été à la foire de Paris, je me suis énormément entraîné en rampage et en saut en hauteur. Vous avez fait des démonstrations de skate? J'ai fait des démonstrations de skate. C'est une affaire qui marche? Ça marche très très bien, il y a beaucoup d'admirateurs, beaucoup de monde. Alors de vous à moi, est-ce qu'on vous a parlé de la première semaine de la tête et des jambes? Oui, bien sûr, bien entendu. Tous les fans étaient là et tout le monde m'en a parlé. Ça y est, alors vous êtes devenu une petite vedette alors. Et si vous restez 4 semaines, on va plus pouvoir vous tenir alors, si? Vous allez rester les pieds. Quand même. Vous allez rester les pieds sur les roulettes? Ah oui, oui. Bon, très bien. Je remarque également que le plâtre est parti. Le plâtre a disparu, oui, en effet. Hein? Mais ça, il s'est cassé et puis j'étais obligé de l'enlever. Il s'est cassé, on l'a pas remis. Voilà. Très bien. Bon Thierry, j'espère que l'on n'aura pas trop l'occasion de vous voir à l'œuvre parce que ça serait mauvais signe, mais j'espère quand même qu'on vous verra à l'œuvre parce que franchement, on était d'accord, Philippe et moi, c'est assez joli à voir. Bien. À tout à l'heure, alors si le besoin s'en fait sentir. À vous Philippe. Eh bien Thierry, je le dis devant la tête, je pense que le jeu c'est la tête et les jambes, et j'espère qu'on verra quand même. Il faut que vous chutiez un peu, pas trop, mais un peu quand même pour qu'on voit les jambes, parce que c'est vrai que c'était fort spectaculaire. Alors nous sommes en deuxième semaine, donc nous sommes bien d'accord là-dessus, et vous vous souvenez, on avait divisé ça, puisqu'on est en plein repas, en pleine gastronomie, on avait divisé ça en services. Alors nous allons donc examiner la carte du deuxième service ce soir, et le deuxième service, c'est tout de même particulièrement appétissant, puisque dans toutes les entrées, il y a, je ne sais pas, il y a les pâtés, il y a toutes les salades composées, vous pourriez m'aider d'ailleurs. Il y a quoi? Il y a encore les coquillages, les crustacés, tous les poissons, enfin, tout ce qu'on appelle les fruits de mer, les produits de la mer. Même certaines viandes qui, normalement, en dans les aussi. entrées. Et puis il y a aussi les œufs. Les œufs. Alors j'oublie pas les œufs. Et d'ailleurs, en entrée en matière, avant de parler des œufs, car nous allons d'abord parler des œufs, mais avant de parler de la façon d'accommoder les œufs, je vous propose un voyage qui se justifiera tout à fait. Jean-Paul Rouland vous emmène en un lieu, on peut même dire un haut lieu, que le Quénon, en sa folie, a mis un jour en Normandie. Mais oui, c'est elle. Vous l'aviez reconnue. Celle
dont le nom et la renommée sont aussi célèbres que le mont lui-même, bien qu'elle soit sa cadette de plusieurs siècles, puisque sa renommée date des années 1880. Venez. Mais oui, c'est lui, vous l'avez reconnu. C'est bien le mont Saint-Michel dont le nom et la renommée sont aussi célèbres que l'omelette de la mère Poulard. Il a fallu des siècles de patience et de génie pour arriver à cette perfection. Pour commencer, des œufs, un cul de poule en cuivre, un fouet, du beurre et un bon feu de bois de chêne dans une bonne cheminée de granit. Pour commencer, vous faites venir par mer des îles Chausées de Bretagne du granit. Vous le coupez en morceaux et vous ajustez ces pierres les unes sur les autres en ayant soin d'édifier ça et là des tours de défense. Ensuite, vous mettez de l'huile de coude sur un rythme chantant qui résonne dans l'estomac affamé des pèlerins. Vous faites fondre du beurre que vous prenez garde de ne pas laisser roussir. Vous cuisez l'omelette en remuant de temps à autre. Vous présentez à la flamme pour la dorer et la parfumer. Vous pliez en chaussons un flot de bave, semblable à l'écume de la mer s'en échappe alors. Vous servez. Ensuite, vous faites venir des tailleurs de pierre, des maçons, des sculpteurs, des maîtres d'œuvre et de chefs-d'œuvre. Pour loger tout ce monde et accueillir les pèlerins, vous créez un village de part et d'autre d'une rue centrale qui monte vers le sanctuaire consacré à Messire Saint-Michel. Le moment tant attendu est arrivé. L'omelette est servie, il faut la manger. Pour cela, rien de plus simple, vous la dégustez religieusement, en silence, laissant le soin à vos papilles gustatives de discuter entre elles les mérites qui font que cette omelette est connue dans le monde entier. Lui aussi, il ne reste plus qu'à le manger des yeux. Miracle de force et d'équilibre, s'élevant comme une prière de granit, sorte de chant grégorien finissant dans les dentelles de pierre, dont la merveille est sans aucun doute ces 6 salles empilées les unes sur les autres, comme un fantastique jeu de construction tombant à pic dans les jardins de l'abbaye. La merveille. Vous la dégusterez. Oui, je sais, en silence. Merci. Et voilà. Évidemment, l'omelette n'est qu'une entrée. Il vous reste encore à sacrifier au gigot de présalé et à quelques autres broutilles. Pour sûr, la ligne risque d'en faire les frais. Mais le touriste est prévenu. Le mont Saint-Michel ne s'appelle-t-il pas Saint-Michel au péril de la mer? Bien entendu, il n'y a pas pour les œufs que la préparation à la façon de la mère Poulard. Il y a bien d'autres façons. Il y a 1000 façons de préparer les œufs. Hein, vous le savez bien, monsieur le jeune. Peut-être même plus de 1000. Peut-être même plus de 1000. Probablement plus de 1000. En tout cas, ce qui est vrai, c'est qu'il n'y a pas que la poêle non plus. Il y a pas mal d'autres instruments qui permettent de préparer de façon très différente ces œufs.
Eh bien, c'est de technique culinaire à propos des œufs que nous allons parler pour cette première question. Je vais vous présenter 4 ustensiles, plus ou moins couramment usités aujourd'hui, très employés jadis, mais qui tendent à disparaître. Ainsi, le premier de ces ustensiles, le premier de ces engins de cuisine, très joli, évidemment on le voit de moins en moins, sauf encore dans les grandes cuisines peut-être, ça sert à pocher les œufs, ça vous le savez, vous, puisque vous avez Non, fait... jamais vu. Jamais vu. Regardez, c'est très simple finalement, là je n'en prends qu'un. Hein. Il y a des petits trous qui permettent de faire monter l'eau frémissante, pas bouillante. Et l'eau repart aussi par les mêmes trous. On casse donc un œuf dans ce godet. Et dans l'eau frémissante, l'œuf se poche. Il ne cuit pas surtout, en tout cas il cuit tout doucement, il est poché. Alors bien sûr, s'il y en a 5, c'est que cet engin, on le plonge d'un seul coup dans l'eau frémissante et on a 5 œufs pochés identiques du même coup. Là, vous avez une très belle casserole ancienne, casserole en cuivre rouge, étamée bien sûr à l'intérieur. Disons que c'est une casserole pour faire cuire des œufs durs, qui est une autre façon de faire cuire des œufs. À côté de cette casserole à l'ancienne, là c'est la casserole ultra moderne, casserole en inox, particulière parce que double. Dans la partie du bas, l'eau. Et dans la partie du dessus, on fait cuire, car l'eau dessous et la cuisson dessus, finalement, c'est le bain-marie. Casserole à bain-marie. Pour faire cuire, par exemple, les œufs brouillés. Tout doucement. Et là, alors, c'est une poêle. Je précise bien que ce n'est pas une sauteuse, hein, parce que, évidemment, à l'écran, on peut croire, et les chefs diraient, c'est une sauteuse, on peut faire bien des choses dans une sauteuse. C'est une poêle, n'est-ce pas? Eh bien, je vais vous donner maintenant 4 noms de préparation d'œufs. 4 noms assez répandus, disons, 4 préparations célèbres. Et vous devrez, à partir de ces noms, pour un profane, je dois le dire un peu mystérieux, réassocier. Regardez d'abord les noms. Vous avez la façon de préparer les œufs dite à l'anversoise. L'autre, ce sont les œufs du curé. Les œufs Magda et les œufs à la tripe. Eh bien, chacune de ces préparations d'œufs correspond à l'un de ces ustensiles que nous avons vus tout à l'heure. À vous de réassocier donc. Top chronomètre. D'accord. Alors, je travaille pour vous, allez-y. Commencez par l'omelette, c'est Oui. l'omelette du curé, L'omelette du curé, Oui. c'est-à-dire dans la poêle. à la poêle. Les œufs brouillés, donc Magda. Vous repartez à l'envers. Oui, les œufs brouillés sont Magda. Dans ce bain-marie. Oui. Les œufs durs sont à la tripe. C'est l'autre. De face, bon, je ne vois. Il reste l'anversoise pour les œufs pochés. Sûr pour les 4? Je connaissais pas celle-ci, mais je suis sûr, pratiquement sûr pour les autres. Par déduction, il restait celle-là. On laisse retentir le verdict. Oui. Alors, monsieur le jeune, vous connaissez maintenant la technique de la tête et les jambes. Oui. Donc, vous allez regarder L'écran. votre écran et puis vous allez voir apparaître dans l'ustensile, vous allez voir apparaître la bonne réponse. Je souhaite que ce soit la même, que ce soit la vôtre. Alors, regardez, les œufs pochés. Vous pensez que les œufs pochés, ce sont ceux qu'on appelle les œufs à l'anversoise, vous avez dit. On doit donc voir apparaître J'espère. à l'anversoise si vous Que avez c'est ça. raison. Les œufs à l'anversoise seraient des œufs pochés et vous avez tout à fait raison. Je précise d'ailleurs, et c'est peut-être l'explication du nom, avec jet de houblon, ce qui doit donc parfumer l'eau. Ensuite, sans hésiter, vous avez dit pour ces œufs durs, À la ce tripe. sont les œufs à la tripe. Qu'est-ce qui apparaît dans la belle casserole de cuivre? À la tripe, là aussi, vous avez raison, ce sont des œufs durs que l'on sert avec une sauce aux oignons. Une sauce aux oignons. Oui. Ça, vous connaissez. Mais c'est bien parti, dites-moi. Le bain-marie, Ça devrait aller jusqu'au bout. ça devrait aller. Alors, les œufs, avec cette casserole bain-marie, vous avez dit, ce sont la préparation Magda. Les œufs Magda, qu'est-ce qui apparaît dans le bain-marie Magda, là aussi, bravo. C'est une préparation d'œufs brouillés, donc c'est ce que vous avez dit tout à Oui. l'heure, avec laquelle on incorpore, vous pouvez me dire? Je pense qu'il y a un peu de tomate et de jambon, mais j'en suis pas certain. Je crois plutôt, je crois que c'est avec fromage et moutarde, d'après ma fiche, mais j'avoue que je n'en donnerai pas ma tête à couper. Mais je crois que les œufs Magda, c'est ça. Hein. C'est possible. Alors, ensuite, les œufs du curé, on vérifie pour le plaisir. C'est Roger, l'omelette. Benamou vous le montre, ce sont bien des œufs en omelette, avec introduction de laitance De carpe de carpe et de thon. et de thon, voilà. En principe. Plusieurs recettes d'omelette du curé. Mais si je comprends bien, vous avez joué intelligemment parce que vous connaissiez 3 instruments sur 4, Oui. et avec certitude 2 recettes. Non, 3 recettes. L'omelette du curé, les œufs brouillés Magda, les œufs à la tripe. J'étais sûr. Vous savez que Enfin, Magda, pratiquement c'est sûr. ça, vous savez pas comment se font Je les œufs sais Magda? pas. Non, mais l'œuf brouillé Magda est une recette dont on parle.
Bah, c'est tout Il à fait restait le les jeu. anversoises. Vous en êtes fort bien sorti, c'est exactement comme ça qu'il faut jouer, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir faire Par déduction. l'impasse par déduction. Eh bien, après les œufs et les omelettes, on pourrait en dire bien autre chose, hein. On aurait pu s'étendre tout au long de cette soirée. Bien que nous soyons un mois sans air, je propose tout de même que l'on parle, parce qu'on va quand même pas s'en priver, de coquillages et de crustacés. Le hasard fait parfois bien les choses. L'huître, le clame et la moule pourraient en témoigner. Non, ce n'est pas une fable de La Fontaine. C'est seulement l'épilogue heureux de 3 curieuses aventures. L'huître est appréciée par l'homme depuis la plus haute antiquité. On affirme même qu'en Grèce, elle avait un double usage. Après qu'on l'eût dégustée, on utilisait son écaille en guise de bulletin de vote. En France, seule l'huître plate avait élu domicile sur nos rivages. La Creuse, dite portugaise, n'était pas implantée. Or, en 1868, la tempête fait rage dans le golfe de Gascogne. Et un bateau, le Morlaisien, ramène justement du Portugal vers Arcachon une cargaison de Creuse. Ballotté par la tempête, le navire se réfugie en Gironde. Les jours passent, la mer ne se calme pas. Et à bord, l'équipage se plaint de l'odeur nauséabonde dégagée par la cargaison. Alors, le capitaine ordonne de la jeter à la mer. Cependant, toutes les huîtres n'étaient pas mortes. Et les survivantes, très dynamiques, se reproduirent pour proliférer. Ensuite sur les côtes charentaises, puis bientôt sur celles de Bretagne. Aventure semblable pour le clam. Cette grosse praire plate ne se pêchait que sur les côtes américaines. Et pendant la Grande Guerre, une cargaison de clams, destinée aux troupes yankees, fut jugée avariée et jetée à la mer face à La Rochelle. Et là encore, les survivants s'acclimatèrent. Qui s'en plaindrait? C'est à un naufrage que la moule, dite de Bouchot, doit sa prospérité. En 1235, en effet, une barque chargée de moutons fait naufrage dans la baie de l'Aiguillon. Son propriétaire, un Irlandais, s'en tire, mais ruiné, s'installe dans le pays. Pour vivre, il décide de chasser. Il a remarqué que certains oiseaux volent très bas la nuit. Alors dans la vase côtière, il plante des piquets et tente un filet. Rit-il beaucoup d'oiseaux? L'histoire ne le dit pas. Mais par contre, il s'aperçut très vite que de jeunes moules s'étaient fixées en essaim sur les pieux et qu'elles grossissaient plus vite que sur les bancs naturels. Les parcs à moules étaient nés. Oui, c'est vrai aussi qu'il faut savoir mériter sa chance. En tout cas, merveilleux monde que celui des coquillages, car il n'y a pas que les huîtres, les moules ou les clams, comme on l'a vu, pensez encore aux palourdes, ou bien aux praires, ou bien aux coques. Vous savez qu'il y a du mystère, il y a de la magie dans les coquillages. C'est peut-être ce qui explique, regardez, la façon dont les artistes dits naïfs, c'est-à-dire l'art populaire, s'est emparé de ces coquillages pour en faire les objets les plus étonnants que l'on rencontre dans tous les ports du monde, sur toutes les plages du monde. Regardez cette collection de coffrets faits à partir de toutes ces coquilles, ces myriades de coquilles que l'on peut découvrir chaque jour en se promenant sur une plage pendant les vacances. Ça peut donner quelquefois lieu à des objets, de véritables objets d'art et rarissimes, comme ce petit nécessaire à couture dans ces 2 coquilles de nacre qu'il a fallu bien sûr aller chercher loin de chez nous, de l'autre côté de la planète, là où on trouve ces coquilles de nacre. Voilà des souvenirs imaginés pour le plaisir de ceux qui aiment, et ils sont très nombreux par des artistes naïfs. D'autres trouvent leur inspiration dans les crustacés. Ce sont des plats, comme on en fabrique encore aujourd'hui, avec bien sûr en couleur et en relief ce tourteau ou ces crabes, ou encore ces écrevisses qu'on n'a pas mis en buisson, mais qui font rutiler littéralement ce plat de céramique. Regardez encore ce dernier objet. Alors là, l'auteur était vraiment hyper réaliste et frisait le cauchemar, puisque outre les poissons et les écrevisses ou les langoustines, il a mis aussi quelques rainettes, quelques grenouilles et même quelques petites salamandres, perdues parmi quelques coquillages.
Voilà, il n'y a pas que le facteur cheval, c'est un autre aspect de l'art naïf, de l'art populaire. Et puis il faut bien dire que c'est aussi des rêves marins à domicile pour tous ceux qui sont privés de la mer pendant tout le reste de l'année. Monsieur, nous allons reparler cuisine, puisque nous sommes là pour ça, à partir de ces crustacés, de ces coquillages, pardon, et particulièrement de ces huîtres, avec les huîtres plates. Je voudrais d'abord faire un petit rappel. Il faut savoir que jusqu'au siècle dernier, il ne serait venu à l'idée de personne de consommer les huîtres crues. On ne les consommait que cuites, que cuisinées. Eh bien, ces 4 préparations qu'on pratique encore aujourd'hui d'ailleurs, 4 préparations cuisinées très élaborées, d'huîtres plates que je vais vous proposer maintenant. Alors regardez bien les ingrédients parce que c'est ce qui est évidemment de plus important, pour vous en tout cas. Alors monsieur Lejeune, regardez, la première préparation, huîtres plates avec une sauce mornay et ce que vous voyez devant c'est une truffe qu'on va émincer. Il y aura donc dans la préparation de cette huître des lames de truffe. Deuxième préparation d'une huître, cette fois, huître pochée au lait et à la crème et assaisonnée de muscade. La troisième, crème encore, parce que cette fois c'est une sauce crème, mais sur steak. Huître préparée avec sauce crème sur steak. Donc il n'est pas servi dans sa coquille. Apparemment pas dans sa coquille, sur le steak donc. Hein. Encore qu'on peut peut-être laisser pour la beauté, quelquefois, je ne sais pas. Et la quatrième préparation, huître plate toujours, cuisinée donc toujours, puisque c'est la base même de ma question, avec sauce au vin blanc et échalote. C'est bien vu, hein? Bien vu. Bon, je vous propose maintenant les 4 noms de ces préparations. Vous avez là les 4 noms. Bien sûr, il faudra rétablir ensuite la vérité, faire le bon rapprochement. Les 4 noms, les voici. Boston, donc, à la Brolati, Favorite ou Stewed. 45 secondes pour rendre à chaque préparation son nom, son appellation contrôlée. Allez-y, monsieur, je vous écoute. Et alors pour Top. pour l'huître Boston, je la mets avec le steak et la crème. La Boston, donc Oui. vous dites, ou Boston comme vous Boston. voulez. C'est le filet de bœuf à la Boston. Filet de bœuf à la C'est Boston, célèbre. c'est celle-ci, hein. Oui. Là, je mets celle dont je pense être sûr. La favorite, ce sera la première avec mornay et truffe. La favorite à côté de vous. Oui, mornay et truffe. Et après, j'hésite sérieusement. Il faut bien dire qu'on ne consomme pas ça chez les Français tous les jours. Non. Très peu courant. Alors, attendez, il vous reste 10 secondes, je vais vous demander d'aller assez vite La maintenant. brolati à la vin blanc et échalote. Et donc la dernière, là. Brolati ici. Oui. Et pochée, là, la dernière. Donc, voilà, stewed. Et stewed. Oui. Les Bretons mangent plutôt les huîtres crues. que Oh, cuites. les Français en général aujourd'hui mangent plutôt les huîtres crues, oui, Oui, oui. mais là nous sommes dans grande cuisine, donc Absolument. ces préparations-là existent encore. Ok. Bien, monsieur, nous allons vérifier. De toute façon, le sang en est jeté. Vous avez des doutes? Ah oui, très très sérieux. Regardez bien. Dans l'ordre, donc. La vérité est dans la chair de l'huître. Hein. Alors, vous avez dit à la favorite. C'était votre deuxième choix. Ça va. J'ai pas trop de doute sur celle-là. Pas trop de doute sur celle-là. Sur Non. celle-ci? Oui, oui. Oui. Vous avez dit qu'avec cette sauce crème... Non, en tout cas, pochée à la crème, pardon. Et, voilà. Et là, vous avez finalement... Au hasard, j'ai bien choisi. Oui, mais stewed, ça veut dire pochée. Poché, oui. On dirait qu'elle n'est pas la seule pochée, sans doute. Bah non, mais- je pense que Boston, alors là, vous avez le filet Boston. dit tout de Boston. suite Boston. Ben, ça veut dire que pour la dernière, il n'y a elle est pas de bonne. problème. Hein. Pas de problème, ça ne peut être que à la Brolati. Ben, c'est le démarrage en fanfare. Vous venez? Pour la troisième question, on va encore parler de fruits de mer. Pourvu que ça continue. Écoutez, si je vous demandais de me dire quel crustacé décapode, asseyez-vous, est en fait un macroure de la famille des astacidés, Et je vous dirai pas grand-chose. vous auriez tort parce que c'est facile, c'est un homard. Seulement évidemment, si vous demandez ça sur la carte, d'abord ça fait 2 lignes. Et puis ça ferait pas très joli quand on dit un macroure de la famille des astacidés à l'américaine. Non, ça fait pas. Seulement écoutez bien ma question, maintenant elle est courte. En 45 secondes, je vais vous demander de me dire dans quelles circonstances ce homard, pour employer le vrai nom, celui que tout le monde connaît, dans quelles circonstances précises fut créé le homard à l'américaine. La question est claire, là. Oui, c'est hein. très clair. Top chronomètre. Les Que vous origines- voyez d'ailleurs là, regardez. Les origines sont assez controversées. Enfin, je dirais que c'est un cuisinier qui devait s'appeler Fraisse, qui revenait des États-Unis et qui a des clients un peu pressés, enfin qui sont arrivés un peu tard le soir.
qu'il a servi un homard, une recette qui s'appelait auparavant homard à la provençale. Il a donc servi ces homards tronçonnés, sautés avec des échalotes, du cognac et de la tomate. Il vous reste encore 15 secondes, monsieur le juge. Et quand ses clients ont demandé le nom de cette préparation, encore marqué par ses influences américaines, il a dit c'est un homard à l'américaine. Donc c'est l'inventeur, en quelque sorte, si j'ai bien compris. L'inventeur... C'est un cuisinier français qui avait travaillé quelque temps aux États-Unis. Voilà, qui s'appelait, vous avez dit le nom? Fraisse. Fraisse. Alors, Qui aurait Roger été en Ducane, Péter, son principe. Roger Ducane, qui, c'est très bien, vous n'avez pas été troublé par la pendule qui manifestement C'est avait une quelques- des versions que l'on donne de ce homard. Roger Ducane. À Paris, au début du siècle, un cuisinier d'origine sétoise, Pierre Fraisse, de retour des Amériques, ouvrit un restaurant, le Noël Peters. Et pour des amis américains de passage, il eut l'idée de préparer un homard à la façon des langoustes à la sétoise, c'est-à-dire flambé vif au cognac et servi sur un lit de tomates, ail et échalotes, baigné de vin blanc. Et en l'honneur de ses hôtes, il baptisa son plat homard à l'américaine. Ben, il y avait une toute petite erreur, mais on vous la pardonne, c'est que vous avez parlé de homard, alors qu'au départ, c'était une langouste à la sétoise. Oui. Mais c'est exactement la réponse. Il y a peu de homards en Méditerranée. Voilà, c'est pour ça que c'est vraiment un lapsus que vous avez commis. Mais vous avez tout à fait bien répondu, alors que ça n'était pas si simple et que, comme vous dites, il y a finalement plusieurs anecdotes. Je crois quand même que celle-là, de l'avis de tous les experts, se rapproche plutôt de la vérité. Oui, oui. Les Bretons ont tendance à l'appeler l'armoricaine. Encore qu'il n'y ait pas tellement d'ail dans les préparations bretonnes. Non, Mais ni de c'est tomates. ni de tomates, voilà. Donc, je pense qu'on aura tous appris quelque chose à propos de ce cuisinier sétois. Et on vous dit bien bravo, parce que ça n'était pas facile. Bien, on est à la moitié du jeu, dites-moi. Alors, on va souffler un peu avec une anecdote tout à fait tragique. Tout à fait tragique. La seule en plus que l'on apprenne quand on va à l'école. Sur les bancs de l'école primaire, vous avez déjà connu cette histoire. Qui l'eût pensé? La gastronomie a son martyrologe et François Vatel en demeure son plus beau fleuron. En ce temps-là, Louis XIV et sa suite, quelques centaines de personnes, s'en allaient garroyer dans les Flandres. Et en ce temps-là, la guerre pouvait attendre. La preuve, sur le sentier de celle-ci, Louis XIV s'arrêta à Chantilly, chez le prince de Condé, bien décidé à y séjourner 3 jours. Le vainqueur de Recroix savait recevoir, même à l'improviste. N'avait-il pas le meilleur des intendants, le plus talentueux des contrôleurs de bouche, le grand, l'unique Vatel? Avant de servir Condé, ce dernier n'a-t-il pas été le factotum du somptueux Fouquet? Et Louis XIV, invité par son surintendant des finances à Vaux-le-Vicomte, n'a-t-il pas eu la primeur d'une crème fouettée due au mérite de Vatel? Crème que nous consommons toujours d'ailleurs, sous le nom de crème Chantilly. Tandis que les fêtes battent son plein, chasse, concerts, illuminations, feux d'artifice, Vatel, un peu débordé, s'affaire pour organiser les festins, couronnement de ses réjouissances. Or, au souper, à plusieurs tables, le rôti manqua. Oh, on ne mourut pas de faim. Mais Vatel, homme d'une conscience professionnelle hors de pair, en fut très affecté. Je suis perdu d'honneur, c'est un affront que je ne supporterai pas. Même les propos obligeants de son maître, le prince de Condé, qui l'assura qu'il n'y avait rien eu de si beau que ce souper, ne purent qu'autériser la blessure. Mais déjà, la préparation des repas du lendemain l'accaparait. C'était un vendredi, les viandes étaient arrivées, les rôtis ne manqueraient pas. Par contre, la marée se faisait attendre. Oh oui, attendre. On attendait 25 charges. Il en vint 2. Je ne survivrai pas à ce nouvel affront, déclara le scrupuleux Vatel. S'étant un peu attardé en chemin, les 23 autres charges arrivèrent enfin. On chercha aussitôt Vatel pour les distribuer. Horreur. Quand on enfonça la porte de sa chambre, c'est un corps sans vie que l'on trouva. Vatel avait mis son épée contre la porte et s'en était transpercé. Il était en somme la première victime d'une guerre qui n'avait pas encore commencé. Vatel mort, on le déplora,
Mais c'est de fort bon appétit qu'on dîna ce soir-là à Chantilly. Alors on va oublier Vatel à son triste sort, de toute façon on n'est plus grand-chose. Dans tous les pays du monde, dans tous les ports du monde, eh bien les pêcheurs se sont toujours arrangés pour tirer parti au maximum de la multitude de poissons qu'ils sont amenés à rapporter au port chaque jour quand ils travaillent au filet ou au chalut et qu'ils ne choisissent pas toujours. Ils ont toujours, ces pêcheurs du monde entier, su inventer des recettes qu'on retrouve d'ailleurs dans la plupart des provinces, avec des variantes. Et notamment, on retrouve toujours, à base de poissons, ces fameux pot-au-feu dans le chaudron, ces pot-au-feu de poissons qui seront le thème de notre 4e question. Et quand je vous dis, monsieur Lejeune, que la province n'y apporte que des variantes, eh bien ce sera la question précise. Nous avons là 4 provinces que nous avons symbolisées par des blasons imaginés, puisque nous y avons introduit beaucoup de poissons pour la cause. Ce qui importe, c'est le nom de la province. Vous les regardez bien. Dans l'ordre, nous avons choisi la Bretagne, pays de pêcheurs s'il en est. Ensuite, les Charentes, ou la Charente pour parler à l'ancienne. En descendant un peu plus au sud, à cheval sur la frontière espagnole, le Pays Basque. Des gens qui pêchent encore aujourd'hui beaucoup de thon dans toutes les mers du sud. Enfin, on remonte au nord, là, à cheval aussi sur l'autre frontière, le blason du pays flamand. Et vous voyez que dans ce pays flamand, nous avons laissé une place vide en haut à droite, parce que vous allez devoir la remplir. Dans chacun de ces pot-au-feu à base de poissons, il entre un certain nombre de produits. Mais dans chacun de ces pot-au-feu, il y a un produit spécifique qui fait, disons, la particularité de cette préparation pour la province. Les voilà les 4 produits qui correspondent à ces 4 particularités. Regardez bien et réfléchissez en même temps. Vous avez des poivrons pour l'une de ces préparations, pour un autre de ces pot-au-feu des pommes de terre. Patrick Clair n'a pas eu le temps de les éplucher toutes. Ça, ce sont des racines de persil. On voit plus souvent le persil des bouquets, celui qu'on émince, les feuilles. Ce sont des racines de persil qui ressemblent un peu à ces carottes blanches. Et là, le quatrième ingrédient, du vin blanc. C'est bien vu? Eh bien, monsieur, réassociez, remettez-moi dans le blason le produit qui fait la caractéristique de ce pot-au-feu au poisson. De cette bouillabaisse, si vous voulez, pour parler clair. Oui. Top chronomètre. Oh, j'ai des problèmes. Je mettrai le poivron avec le Pays Basque. Ça me semble le plus logique. Le vin blanc avec la Charente. Pays Basque. Vin blanc Le Charente. vin blanc avec la Charente. La moitié de votre temps. Oui, la moitié de la réponse. Le persil avec le pays flamand. Je fais une analogie avec l'anguille au vert, qui se fait avec des herbes, des pommes de terre en Bretagne. Mais Il vous reste 5 secondes si vous vouliez changer, mais Non. dépêchez-vous dans ce cas. non, non. Non? Non, non, je ne change rien. De toute façon, vous avez entendu, c'était fini. Oui, c'était hein. fini. Et puis quand je dis qu'il faut changer, que vous pouvez changer, je ne dis pas qu'il faut changer, pardon. Alors nous allons vérifier. Monsieur, en Bretagne, vous avez mis après hésitation des pommes de terre. Pourtant, vous connaissez la chanson. La vérité est là, dans le blason. Et c'est tout à fait vrai. C'est la cotrillade en Bretagne, presque aussi célèbre, un peu moins, il faut être honnête, que la bouillabaisse. Et il y a dans la préparation des pommes de terre. Alors qu'il n'y en a pas dans les autres, hein. J'ai bien dit que c'était la Oui, particularité. effectivement, oui. Charente, vous avez mis du vin blanc. À cause du vin blanc du pays. Oui, mais il y en a aussi. Ah, il n'y en a pas en Bretagne. Comment est le muscadet? Vous aviez raison en tout cas, tout à fait raison. Le vin blanc entre dans c'est la Chauvrée, qui a aussi une bonne réputation. Oui. Pays Basque, vous aviez dit les poivrons parce que c'était du midi. Le Tiro, en principe. Eh bien, vous avez raison, c'est le Turo, exactement. Ce qui veut dire qu'ici, on vous applaudit déjà, Oui, il n'y a plus de doute. et vous ne le saviez pas, là, pour le persil. Non, j'avais un doute pour les pommes de terre et le persil, Les 2 pays qui produisent beaucoup de pommes de terre. beaucoup de pommes, qui en mangent beaucoup. Qui en mangent produisent. beaucoup. Ça s'appelle le Waterzooi, je le précise pour le pays flamand. Cette Oui. façon de préparer la chaudrée ou la Non, bouillabaisse. effectivement, c'est une Waterzooi. Eh bien, monsieur, on vous a déjà applaudi, alors on ne peut que vous dire que vous êtes aux 2 tiers déjà de l'opération, que ça s'est remarquablement passé, qu'on n'a toujours pas vu en action Thierry Dupin, qui pourtant pour vous avait enlevé son plâtre.
On ne va pas quitter les poissons, puisqu'on est finalement toujours dans ce domaine merveilleux. Vous savez que beaucoup de gens ne mangent pas de poisson parce qu'ils se disent que c'est un peu plat, c'est toujours ou frit ou poché. Et généralement, ces gens-là ne savent pas que ça peut se préparer, qu'il y a des tas de préparations, qu'il y a des tas d'accompagnements, comme pour toutes les viandes. Eh bien, ce sera l'objet de notre question, ces accompagnements et ces préparations. Mais pour ça, nous avons fait appel à un spécialiste qui nous attend de l'autre côté du plateau et qui va nous voir arriver dans un instant, le chef Georges Pouvel. Venez, monsieur. Pendant que Georges Pouvel nous attend, je vous précise qu'il est professeur à l'école hôtelière, qu'il est, comme vous, cuisinier de son état. Peut-être, je ne crois pas le vexer. Allez-y, prenez place. Un peu plus âgé que vous, il aura peut-être un peu plus d'expérience. Monsieur Lejeune, restaurateur donc, et en Enchanté. cuisine à Saint-Étienne, et le professeur Georges Pouvel de l'école hôtelière de Paris. De Paris. Chef, bonjour. On dit chef, j'imagine. Exactement. Exactement. Alors, chef, qu'est-ce qu'un cuisinier fait quand il est professeur à l'école hôtelière? Vous apprenez quoi, faire des recettes, la cuisine ou... Oui, bien sûr, des recettes, mais tout d'abord, il faut apprendre à nos jeunes élèves une certaine forme de dextérité pour qu'ils puissent accomplir ensuite et réaliser surtout les recettes culinaires dignes de ce nom. C'est-à-dire que si avec Roger Benamou, on entre tous les deux demain chez vous, on ne fera pas de cuisine demain soir. Ah, je le crains. On nous fera quoi? On nous fera hacher les légumes et éplucher les pommes de terre. Peut-être. Et on commencera comme à l'armée, on connaît tous. Donc... Alors, chef, montrez-nous quand même un petit peu ce que vous apprenez à vos élèves. Eh bien, notamment pour commencer, par exemple avec un oignon, eh bien, il faut pouvoir utiliser rapidement cet oignon sous toutes ses formes. Et là, nous allons ciseler cet oignon. Alors donc, il s'agit tout simplement de couper en deux cet oignon, de placer la partie tranchée contre la planche, et puis la partie racine à l'extérieur. Et là, eh bien, nous allons émincer en fines lamelles, sans détacher surtout côté racine. Ceci est très important. Et ce que vous apprenez, c'est les petits trucs et l'habileté. C'est cela, la dextérité, disons, dans le geste. Ensuite, simplement un quart de tour cet oignon, et puis, horizontalement, détailler de très fines lamelles, toujours sans détacher côté racine. Et sans pleurer. Et sans pleurer si possible. Et ensuite, eh bien, il ne reste plus qu'horizontalement, à tailler, ciseler cet oignon. Ça s'appelle ciseler, ça s'appelle pas émincer, ça. Non, absolument pas. Émincer, c'est donc en fine lanière. Que ceci, c'est donc haché. Vous avez l'approbation de monsieur Lejeune. Alors, montrez-nous encore, on va oublier un peu l'oignon, là. Montrez-nous une autre préparation, alors dont on parle souvent, et puis que finalement, il faut apprendre, parce qu'on ne connaît Bien pas. sûr, bien sûr. Eh bien, tenez, nous pourrions prendre, par exemple, une carotte. Faut faire quoi? Eh bien, nous allons faire une julienne. C'est une taille également de légumes, très importante en cuisine, car elle sert pour une multitude d'opérations. C'est quoi, alors, ça? là, je vais me servir d'une mandoline. C'est un ustensile qui a son utilité également en cuisine et qui permet des tailles absolument très régulières. Alors donc, détailler très rapidement quelques lamelles. Ces lamelles, nous les réunissons. Je change de couteau. Je prendrai donc un couteau à émincer. Ces lamelles étant réunies, je vais détailler. Les ménagères travaillent toujours avec des petits couteaux. Petit couteau d'office, éventuellement, bien sûr. Mais vous avez Très toujours des pratique. couteaux gigantesques. C'est plus facile. Alors vous faites quoi, là? Vous avez Eh mis bien, les lamelles les unes sur les autres? Absolument. Donc, je réunis ces quelques lamelles, soit entassées ou légèrement superposées. Et puis maintenant, je vais détailler très finement ces filaments qui porteront donc le nom de julienne de légumes. Et vous pouvez faire ça avec un, je sais pas, avec Eh du bien. poireau, par exemple? Eh bien, absolument, absolument. Donc, carottes, poireaux. Alors là, il s'agit de détailler, à ce moment-là, un cylindre. Ce cylindre sera coupé en deux. Ensuite, ces lamelles étalées sur la planche. Et puis, de nouveau, eh bien, détaillé en filaments très petits. Alors, j'insiste sur une position de la main sur le couteau et de la position de la main également sur le légume. Pour sauver les doigts, ça. Pour sauver les doigts et pour obtenir une taille parfaitement régulière. Sinon, on est renvoyé de l'école le soir même, quoi. Ah, peut-être pas, Alors, car il faut bon, apprendre. ça c'était à la julienne. C'est la julienne. La julienne. Ça sert à faire des potages, des accompagnements, des... Absolument. Donc, on s'en sert pour les potages, on s'en sert pour des garnitures de poisson. Nous nous en servons également pour... Georges Pouvel, je vais vous interrompre parce qu'on pourrait passer la soirée comme ça à faire de la cuisine et à vous regarder faire avec votre dextérité, mais là nous sommes là pour jouer. Et je vais demander à monsieur Lejeune maintenant particulièrement de bien vouloir regarder, car cette fois, le chef Pouvel va travailler pour vous. C'est-à-dire qu'il va vous préparer, il va, disons, couper ses légumes, préparer ses légumes d'une certaine manière, mais c'est vous qui devrez cette fois me dire le nom de la préparation.
Alors que ce soit bien clair, on va laisser le chef commencer sa préparation, parce que je pense qu'il a besoin de plusieurs légumes, c'est ça, chef? Eh bien, nous Donc vous allons allez prendre plusieurs commencer, légumes, voilà, plusieurs légumes, qu'il coupera toujours de la même façon, qu'il préparera toujours de la même façon. À un certain moment, quand ça deviendra assez clair, assez lumineux, je donnerai le top. Il vous restera 45 secondes pour regarder le chef qui continuera sa préparation. Et avant la fin des 45 secondes, vous me donnerez le nom de la préparation. Nous sommes Juste d'accord? un nom. Un nom, le nom de cette préparation que vous lui aurez vu faire. Très bien. Alors allez-y. Alors, carottes, Vous regardez bien, monsieur. navets, Même opération, même opération. même préparation, nous sommes d'accord. Hein. C'est-à-dire des bandes, hein, ce ne sont pas des lanières, dans un premier temps, et ensuite Des petits cubes. des petits cubes, dit monsieur Lejeune. Voilà, mais écoutez, monsieur Lejeune, je pense que pendant que le chef continue avec un autre légume, je donne le top. Vous avez à partir de maintenant 45 secondes pour continuer à regarder et me donner un nom. Bon, pour moi, il s'agit d'une brunoise. C'est la taille en brunoise. Le nom de cette préparation, c'est la brunoise. oui. Vous continuez, vous finissez, chef, pendant que monsieur Lejeune réfléchit 2 secondes encore, Non. puisque c'est son temps, il a le droit, mais vous n'avez pas besoin de réfléchir plus. Non. Alors, puisque c'est le candidat qui commande, hein, chef, vous Bien allez sûr. me montrer votre préparation. Vous avez entendu sa réponse, on arrête le chronomètre. Oui. Il a dit brunoise. Alors, qu'est-ce que c'est, chef? Eh bien, Votre verdict? cette préparation, cette taille de légumes, effectivement, porte le nom de brunoise. Brunoise, c'est le principe, c'est le calibre d'un petit pois. C'est ce qu'on a appris à l'école. Oui, C'est le calibre d'un effectivement. petit Il n'a pas été votre élève, quand même. Non, non. 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 Alors- Je le regrette, du reste. Alors, si maladroit comme je le suis, j'avais fait, moi, des gros cubes, ça serait appelé quand même une brunoise? Ah non. Non. Alors, quand on rate une brunoise, en gros, c'est quoi? Bien, peut-être que notre candidat pourrait nous le dire. Pour moi, c'est une mirepoix. Mais il y a une autre taille qui s'appelle Matignon aussi, qui est encore plus gros. Ah, je crois qu'on est mal parti. Alors là, si vraiment vous êtes tous les deux d'accord, en tout cas, en gros cube, c'est la mirepoix. Eh bien, écoutez, on vous applaudit. Mirepoix pour le gros. Et tant qu'à cette brunoise, eh bien, effectivement, ce sont des légumes qui ont donc un demi-centimètre de section. Et le plus régulièrement possible, taillés, bien sûr. Georges Pouvel, je vous remercie. Monsieur Lejeune et Monsieur Pouvel, on vous applaudit très fort tous les deux, puisque c'était exactement ce que nous voulions. La logique, c'est leur Chef, on va vous laisser ranger, Bien. mais nous, on a affaire. On a encore la 6e question et la dernière épreuve. Alors, venez avec moi. Nous allons, nous, pendant que le chef Pouvel range, nous allons parler de tout à fait autre chose. Nous allons parler des œufs de poisson. Alors, les œufs de poisson, c'est le haut de gamme en matière de gastronomie. Allez vous asseoir, prenez votre place. C'est le fameux caviar. C'est ce caviar qui s'appelle soit beluga, soit malosol, soit pressé selon la façon dont il est préparé. Toujours à partir des œufs d'esturgeon, n'est-ce pas? Pour le caviar, oui. Écoutez-moi bien maintenant. En réalité, il existe bien des œufs qui sont délicieux, des œufs de poisson qui sont délicieux et que l'on commercialise et que l'on consomme dans le monde entier et qui viennent d'autres poissons que l'esturgeon. Il n'y a pas que l'esturgeon. Vous allez voir là 4 poissons dont on consomme de façon courante les œufs et les œufs sont excellents. Regardez bien. Le premier de ces poissons, c'est le cabillaud. Pour ceux qui savent, je dirais que le cabillaud, c'est effectivement le nom courant de la morue fraîche. Hein. Le deuxième poisson, eh bien, on vient d'en parler à la seconde, c'est l'esturgeon. Troisième poisson, dont on consomme aussi les œufs, on le trouve sur pratiquement toutes les côtes de France, c'est le mulet. Et le dernier est aussi très célèbre, on le connaît fumé, disons, mais le saumon a aussi des œufs que l'on consomme. Regardez bien maintenant, monsieur. Je vais vous donner les noms que l'on donne à ces différents œufs de poisson. Et je vous préviens, il risque fort d'y avoir des pièges. Je dis que ce n'est pas aussi simple que ça pourrait paraître de prime abord. Alors regardez. Voici les noms. Caviar rouge, maviard, ossiètre et poutargue. Eh bien, mettez-moi donc devant chaque poisson
le nom des œufs, le nom qu'on donne à leurs œufs. Top chronomètre. Alors le siètre, c'est pour l'esturgeon. La poutargue pour le mulet. Ce sont les œufs de mulet. Le caviar rouge, je pense que c'est le saumon. Il reste le maviard pour le cabillaud. « 15 secondes. Vous en voulez ou pas? Vous Non. réfléchissez. Non, ça va. Non, non, ça va. Aucune envie de changer. Non. Alors on arrête le chronomètre. C'était votre dernière question. C'est donc votre dernier risque que vous courez là. Et vous êtes aux portes d'un sans faute. Si votre 4 réponses, et vous avez l'air d'être à peu près sûr de vous, À peu près. si vos 4 réponses sont bonnes, ça sera un sans faute en cette deuxième semaine. Une performance rarissime et brillante donc. Monsieur, nous allons nous permettre un peu de curiosité et regarder à l'intérieur de chacun de ces animaux ce qu'on appelle la laitance, les œufs. Ouais, Et vous verrez si vous avez vu juste. Maviard, dites-vous, pour le cabillaud. Et c'est vrai que depuis 50 ans, c'est le nom qu'on donne aux œufs de morue fraîche. On dit aussi œufs de morue d'ailleurs, Oui, très oui. souvent, mais c'est le nom qu'on donne très couramment. L'esturgeon qui produit le caviar, vous avez dit l'ossiètre. Une variété de caviar, enfin à mon avis. Ben, vous avez tout à fait raison, car c'est d'abord une variété d'esturgeon. Oui. Le beluga est le plus gros des esturgeons, et celui qui par la taille vient ensuite, c'est l'ossiètre. Et si bien que le caviar d'ossiètre, on l'appelle aussi de l'ossiètre, tout simplement. Eh bien, si vous ne vous êtes pas trompé sur le mulet, vous avez vu juste pour tout. Alors on regarde, poutargue, dites-vous, Oui. et c'est bravo, c'est poutargue ou boutargue, un nom du midi de la France, Midi de la France, région marseillaise. région de Sète et de Marseille, oui. Marseille. Alors on vérifie pour le caviar rouge, pour le saumon, dont les œufs sont effectivement rouges, et qu'on appelle caviar rouge par assimilation, bien sûr, avec les œufs de l'esturgeon, mais ceux-là sont rouges. Eh bien, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bravo. Et vraiment, bravo, on pourrait applaudir notre voix, parce qu'un sans faute, c'est tout de même rarissime sur un sujet aussi vaste que la cuisine, et nous en étions au deuxième service. Alors, vous aimez bien les plats de résistance aussi? Bien sûr. Ça veut dire que la semaine prochaine, on vous retrouvera au moins aussi brillant. Avec plaisir. Le départ avait été difficile, et là, vous êtes bien rattrapé aujourd'hui. Peut-être pas autant. Monsieur Lejeune, je sais qu'on vous a déjà beaucoup félicité la semaine dernière dans les rues de Saint-Étienne. Eh bien, je pense que demain, on pourra le faire avec encore plus de raison, parce que 6 questions et 6 bonnes réponses. Bravo, on vous quitte ce soir, on vous retrouve lundi prochain. Avec plaisir. Et Thierry Dupin et Thierry Roland, bien, désolé pour vous. Et en même temps, je pense que ce repos, vous l'aviez un peu souhaité. Mais vous allez nous faire une démonstration, Thierry. Peut-être les voir quand même. Oui, eh bien. Philippe, nous nous associons, Thierry et moi, pour féliciter votre coéquipier, hein, Thierry. J'avoue que mon coéquipier a été très fort cette semaine et j'en suis vraiment très content. Enfin, je vais faire une démonstration, un parcours pour lui. Oui, oui. Je crois qu'il faut lui dédier le parcours que vous allez faire, car on avait donc prévu le parcours que vous aviez testé avec brio la semaine passée, qui démarrait donc par un saut en hauteur. Hein. Son hauteur de 1m10. 1m10, ensuite votre slalom traditionnel avec 30 plots, et il ne faut pas en faire tomber plus de 2. Le rampage, qui a augmenté de 25 cm par rapport à le tracé initial de la semaine passée, c'est la ligne orange là qu'il faut franchir. Terminant enfin par un saut en longueur où vous deviez en principe donc franchir 3,40 m hein, pour ce premier rattrapage de la deuxième semaine. Alors le saut en longueur c'est 3,40 m plus retomber sur le skate et rouler 3 mètres, hein, c'était, puisque tout va se passer pour l'honneur. Bon, le rampage, c'est le rampage, et le saut en hauteur, là-bas, auprès duquel se trouve Monsieur Maillet, C'est le moins évident. c'est le moins évident, et la barre était placée à 1,10 m. Hein. C'est ça, Monsieur Maillet? C'est ça, exactement. 1,10 m. Bon, Thierry, je vous laisse aller faire ce parcours que nous allons dédier à votre coéquipier, parce qu'il faut que tous vos supporters vous voient à l'œuvre quand même. Hein. Thierry, Hein? Sinon, on va pas être contents. Thierry Roland. Oui, Allez, à tout de suite. oui, oui. Thierry, pendant que M. Dupin va se mettre en place, je voudrais que vous nous reprécisiez bien que l'écart peut paraître grand entre le temps extrêmement rapide que fait à chacune de ses expériences M. Dupin et Oui. puis les 5 minutes que vous lui donnez. Mais Oui, il y a mais une- non, le problème, il est le suivant, c'est que Thierry, l'autre, enfin, à 5 minutes, c'est parce que si jamais, par exemple, il fait tomber la barre au saut en hauteur, eh bien, il est obligé de revenir au départ. Et le chrono continue. Voilà. Il doit réussir le parcours
à l'intérieur de ces 5 minutes. Et si par exemple il rate son saut à longueur, qui est la dernière épreuve qui intervient après, disons, 70 secondes, eh bien, il est obligé de recommencer le tout, saut en hauteur, rampage, slalom et tout. C'est la raison pour laquelle il y a 5 minutes. C'est à l'intérieur de ces 5 minutes qu'il doit réussir son parcours sans faute. Ça, oui, l'écart peut paraître grand quand tout se passe bien, mais il aura finalement tout juste le temps de se retourner s'il échoue. Ah oui, si ça va mal et si c'est en fin de parcours, ça risque d'être juste. Alors on regarde Thierry. Bon Thierry, vous êtes prêt? Quand on veut Thierry, hein. Voilà, c'est parti. Avec le saut en hauteur à 1,10 m. Voilà, bravo. C'est bon. Thierry va vers le slalom. Rampage maintenant, il faut que les deux roues passent au-dessus de la ligne matérialisée qui est orange. Pour ceux d'entre vous qui ont la chance d'avoir la couleur, c'est bon. Et Thierry s'en va là-bas pour effectuer le saut en longueur, qui est la dernière épreuve. Je vous rappelle qu'il doit tomber sur son skate et rouler pendant 3 mètres. Un saut de 3 mètres 20, voilà. Hop! Bravo, bravo. 1 minute 7 secondes. 67 secondes, comme d'habitude, Thierry. Là, on revoit votre parcours là, que nous présente Jacques Ruttmann, qui s'est, ma foi, fort bien passé. On a vu le saut en hauteur. Je pense que nous allons revoir quelques-unes de vos épreuves. C'est chouette de faire ça en décontraction. Hein. Très très chouette. Voilà, là on est au rampage, là. J'ai vraiment été décontracté. C'est-à-dire que, à partir du moment, c'est le principe de la tête et les jambes, hein, Thierry. Lorsque le partenaire tête est si brillant que l'a été le vôtre ce soir, vous faites ça pour l'honneur, comme l'on dit. Voilà. Hop. C'est chouette, ça vous plaît? De se voir comme ça, c'est assez extra. Bien, eh ben, Thierry, on aura l'occasion de se revoir lundi prochain pour le lundi de la Pentecôte. Vous serez en 3e semaine avec votre partenaire et je crois que l'un et l'autre, vous êtes bien partis parce que vous aviez fait un sans faute la première semaine, lui la 2e et vous allez vous retrouver en 3e semaine. Ça, on va se serrer la main, c'est très très bien. Et puis je crois que vous irez manger un petit quelque chose chez lui à Saint-Étienne. Pourquoi pas? Ben voilà. Bon, eh bien Philippe, tout est parfait. Vous voyez que Thierry Dupin était, si le besoin s'en avait fait sentir, tout à fait disposé à vous rattraper. Oui, bien ça n'a pas été le cas ce soir. C'est une soirée qui a été expédiée de façon fort brillante par cette équipe, que nous retrouverons donc lundi de Pentecôte, lundi prochain. Avant de vous quitter ce soir, et très rapidement, avant de laisser la place à Alain Decaux, qui va vous parler d'une histoire de France relativement récente, la mort de Jaurès, c'est le début de ce siècle, c'est 14. Moi, je vous propose un appel qui concerne une France encore plus récente. Appel aux candidats qu'intéresserait le sujet « La France sous la 4e République ». Je dis bien que ce n'est pas l'histoire de la 4e République, c'est plutôt l'histoire des Français sous la 4e République. C'est ce qui s'est passé en France, et pas seulement en politique, encore une fois, entre 1946 et 58, 1946 et 1958. Si donc vous voulez être candidat, la France sous la 4e République, regardez bien l'adresse où vous devez envoyer votre demande, votre acte de candidature, avec photo d'identité, avec numéro de téléphone si vous avez. Vous êtes en train de noter, je suppose, je le lis une seule fois. 5 et 7 rue de Montessuie, 75 341, Paris, CEDEX 07. Je répète, photo d'identité avec votre demande de candidature, numéro de téléphone si vous avez, ça ira plus vite, on pourra vous appeler aussitôt. Je vous souhaite à tous une excellente soirée, puis je vous donne rendez-vous lundi prochain.